Après de nombreux échanges avec des développeurs au salon Vélofolis, il apparaît que les marques de vélos accélèrent enfin le développement de leur VTT de 32 pouces. Le plan est très clair. En 2026, des prototypes à la Coupe du Monde, en 2027, début de la commercialisation, et en 2028, les Jeux Olympiques devraient ainsi déjà avoir lieu. Avec ces nouveaux vélos désormais proposés en série, nous devrions tous pouvoir les trouver en magasin et les acheter. C'est le moment où nous sommes et du point de vue de l'utilisateur final. Est-ce que l'on a l'impression que cette évolution vers les 32 pouces en VTT est davantage un besoin de l'industrie pour relancer les ventes ? Dans une discipline où depuis des années, ça décline, mais pas tant que ça. Une demande de la part de l'utilisateur final ? Eh bien, dans le but d'apporter un peu de clarté sur toutes ces zones d'ombre. J'ai enregistré cette vidéo avec un ingénieur en vélo qui va nous aider à comprendre quels sont les défis techniques auxquels ils font face, précisément aujourd'hui. Dans tout ce développement, ce type de contenu, vous ne le trouverez pas sur une autre chaîne, vous ne l'aurez pas vu dans les médias officiels. C'est un contenu hautement technique qui va vous aider à comprendre absolument beaucoup de concepts qui tournent autour des 32 pouces. Pour cette raison, je vous encourage à cliquer sur le bouton d'abonnement et surtout à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter. Une réflexion que je veux vous partager car je considère que l'utilisateur final ne comprend pas encore bien quelle est sa position et quel est son objectif. Pouvoir de décision. En ce qui concerne toute cette évolution, allons-y à fond. Musique. Commençons par une remarque très importante. Ces dernières semaines, plusieurs petites marques de niche ont déjà lancé leurs propositions sur le marché. De 32 pouces, à notre avis, cela ne valide en aucun cas le concept. En fait, aussi bien les 32 pouces que même les 36, cela fait des années qu'elles sont sur le marché. Notamment grâce à des marques qui essaient aussi de répondre aux besoins des cyclistes très grands, on parle de 2 mètres de hauteur et plus. Et comme je vous le dis, à notre avis, l'industrie commencera à valider ce concept lorsque des marques très importantes comme Canyon, Scott, Trek Specialized lanceront leurs propres modèles à la vente. De 32 pouces, non seulement pour les marques de vélos, mais surtout pour celles de composants. Parce que vous allez voir dans la discussion d'aujourd'hui qu'une grande partie du défi technologique se trouve là, dans les fourches, dans les roues, dans les pneus. Alors, sans plus tarder, parlons avec Anton Sea, notre ingénieur indépendant en vélo, et commençons par lui poser une des questions qui semblent les plus évidentes. Les personnes mesurant 1,90 m ou plus seront probablement plus à l'aise avec des roues de 32 pouces, mais qu'en est-il de ceux qui ont des tailles plus normales, comme 1,80 m, 75 ou 65, et des femmes ? Oui, c'est possible, mais il y a des nuances au final. Les géométries des vélos où chaque mesure peuvent être analysées sous 2 angles, d'un point de vue ergonomique ou d'un point de vue du ressenti sur le vélo. Bien sûr, d'un point de vue ergonomique, oui, au final, tu as des objectifs. D'où vient le reach qui est la distance entre le pédalier et le tube de direction, ou je ne sais pas, ou le stack. Et donc pour une taille, tu as ces objectifs et tu te débrouilles pour les atteindre. L'autre chose, c'est quels compromis vont être faits au niveau du ressenti pour atteindre ces objectifs. Donc pour répondre à la question, est-il possible de s'attaquer aux petites tailles ? Oui, et il faut les respecter ergonomiquement, sinon ce ne sont plus des petites tailles. Mais la question et l'analyse la plus profonde vont venir de avec quelles conséquences au niveau du ressenti ? Il est évident que nous pourrons tous utiliser un vélo de 32 pouces, mais ceux d'entre nous qui portent une taille L, M, S ou XS se sentiront-ils vraiment mieux sur un vélo de 32 pouces ? Sans l'essayer, nos doutes demeurent. Cela dit, les géométries vont également subir un changement radical. Alors, demandons à Anton, quelle est la partie du vélo qui sera la plus affectée et quelles en seront les conséquences ? Il y en a plusieurs, mais la plus évidente et la plus visible, c'est le stack. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on voit ces potences ultra inclinées. Qu'est-ce que le stack ? Pour rappel, c'est la mesure qui va du boîtier de pédalier jusqu'à la partie supérieure du tube de direction. Et cela te donne cette impression de la hauteur du vélo ? Comment t'installes-tu sur un vélo de compétition de cross-country ? On veut un stack très bas pour être plus compact, etc. En tout cas, cette mesure du stack augmente énormément. En moyenne, c'est à peu près 50 mm pour que les gens puissent visualiser.
Ce sont les entretoises que l'on met sur la potence, les grosses de 10 mm 5. C'est énorme? Oui, c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'on voit sur les vélos de trail des potences ultra inclinées vers le bas, qui dans l'imaginaire collectif sont des potences ultra racing de cross-country. D'accord? Pourquoi le stack augmente-t-il? Pour 2 raisons? Non, pour 3. Premièrement, il y a une mesure sur le vélo qui s'appelle le baby drop. C'est la chute du boîtier de pédalier qui mesure la distance entre les axes du vélo. À quel point le boîtier de pédalier est bas. Comme les roues les sont plus hautes, le baby drop doit aussi baisser. C'est la première mesure qui provoque cette augmentation du stack. La deuxième, en anglais, s'appelle l'axle to crown. C'est la mesure qui va de l'axe de la roue avant à la couronne de la fourche. Donc nous avons un baby drop plus bas, une couronne de fourche plus haute. Et ensuite, il y a la distance du tube de direction, qui ne peut pas être réduite. Et c'est là que réside la clé pour comprendre pourquoi le stack devient incontrôlable. Sur les roues de 32, le tube de direction ne peut pas être inférieur à 90. 85. Si tu insistes en respectant la réglementation, 90. Alors, si on pouvait faire des tubes de direction de 50-40 mm, ce serait compensé, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que des tubes de direction aussi courts souffrent structurellement. En fait, souviens-toi, comment sont apparues les fourches coniques? Qu'est-ce que les fourches coniques? C'est un diamètre du roulement inférieur du tube de direction plus grand, et cela sert à obtenir de la rigidité. Eh bien donc, après cette explication, une conséquence que peuvent apporter les roues de 32 pouces dans la géométrie et dans les standards, c'est qu'elles peuvent entraîner, entre guillemets, une petite différence. Une disruption incrémentale dans cette zone du vélo consiste à chercher un standard de fourche qui s'adapte à des tubes de direction plus courts. Pourquoi? Pour compenser ce surplus de stack du vélo, ce stack incontrôlé avec les roues de 32 pouces, et éviter cela. Pour moi, un design aussi désastreux, ce sont les potences ultra inversées. Parce qu'au final, une potence ultra inversée, c'est un pansement. C'est-à-dire, ici, le guidon devrait être, mais à cause des standards, à cause des limites de rigidité, je dois faire un pansement pour l'amener là où il était, naturellement. La géométrie devra s'adapter. Mais qu'en sera-t-il des cinématiques et des débattements des suspensions? Va-t-on revenir aux 100 mm de débattement? Les cinématiques d'un vélo sont un peu, disons, pas 100% indépendantes, car elles sont liées à l'architecture du vélo. Mais si tu veux un comportement particulier pour l'une des 3 grandes courbes analysées sur les vélos comme l'anti-squat, l'anti-rise et le ratio de levier, vas-tu pouvoir les obtenir de la même manière que tu les obtenais avec les roues de 29 pouces? Le fait de mettre des roues plus grandes ne change pas ces paramètres cinématiques au niveau cinématique. La seule chose qui peut arriver, et c'est un peu indirectement, c'est que, à cause du volume plus grand de la roue sur les petites tailles, le débattement soit limité. Tout simplement parce que la roue ne rentre pas. Donc, pour faire tout le débattement, elle toucherait soit la selle, soit le tube de selle. Mais ça, oui, c'est de la cinématique, mais c'est un peu secondaire au final. Par exemple, un vélo de 32 peut être progressif, régressif ou linéaire. Le ratio de levier ne change pas du fait d'être 32. C'est-à-dire, une cinématique peut être aussi bien faite ou mal faite, ou atteindre les objectifs souhaités, indépendamment du diamètre de la roue. Et en ce qui concerne les suspensions, les débattements vont être réduits, parce qu'avec un plus grand diamètre de roue, il semble logique de penser que la roue va absorber une grande partie de l'impact, surtout le pneu, et peut-être qu'on n'aura plus besoin de 120 mm de débattement pour le cross-country. Oui, c'est autre chose. Oui, il se peut que la capacité d'absorption des roues de 32 fasse qu'on n'ait plus besoin des 120 mm, c'est possible, mais ça c'est déjà une conséquence indirecte. C'est-à-dire, au niveau cinématique, quand tu conçois un design, tu peux obtenir les mêmes paramètres avec des roues de 29 qu'avec des roues de 32 ou des roues de 26. La sensation de conduite avec ces roues est différente. Ce type de cinématique est-il vraiment nécessaire? Peut-être pas. Mais quelle que soit la réponse,
Toi, en tant que concepteur, tu pourras ajuster par exemple si on veut faire quelque chose, aborder un sujet peut-être de niche par exemple. La question des débattements dépend beaucoup du chemin de l'axe en espagnol. Ce serait bien. Du chemin que parcourt la roue et de la roue, de la trajectoire que dessine la roue arrière, surtout tout au long du débattement. Par exemple, sur les high pivots, la trajectoire a tendance à aller de l'avant vers l'arrière. C'est-à-dire, lorsque le vélo s'enfonce, il s'allonge et cela fait que la roue a naturellement tendance à s'éloigner du cadre. Donc là, le débattement n'est pas tellement affecté, mais bon, il faut voir, hein, il faut voir. C'est-à-dire simplement relier l'augmentation ou la diminution du rythme du débattement avec la trajectoire de l'axe, qui a une conséquence sur le diamètre de la roue. Faire ce lien. Mais là, on entre déjà dans des cas très concrets qui, en parlant de façon générale, deviennent flous. Il faudra alors entrer dans chaque cas, chaque vélo, chaque cinématique, chaque briefing, chaque... Précisément ici, c'est l'une des parties les plus intéressantes en termes de développement, en termes d'intégration de l'ADN propre à chaque marque. Non, parce qu'en tant qu'utilisateur ou passionné de ce milieu, à chaque lancement, nous pouvons être très attentifs pour voir de quelle manière et quel chemin chaque marque a suivi. Oui, totalement. Au final, cette même question que tu me poses, les développeurs des marques vont se la poser aussi, ils auront leur propre façon d'y répondre. Il y aura différents points de vue et de cette réponse vont naître les discours avec lesquels sortiront les vélos de 32. Donc oui, oui, tout à fait. Restez attentifs, ils ne sont pas expliqués à chaque lancement. Un autre sujet souvent évoqué concerne les transmissions, qui seront affectées. Nous devrons utiliser un plateau plus petit, car la roue sera bien plus grande. Par exemple, prenons le cas d'un vélo qui roule à 20 km/h, un de 29 pouces et un de 32 pouces, celui de 32. Au niveau des révolutions, il est un peu plus lent, parce que le diamètre de la roue est plus grand. Tu veux dire, oui, à la rotation de la roue, les révolutions par minute de la roue d'un vélo de 29 et de 32. Pour une même vitesse, la roue tourne un peu plus lentement et ce petit écart fait que plus ou moins. Si un rider utilise normalement un plateau de 36, l'équivalence serait avec un de 34. Si quelqu'un utilise un 34, ce serait un 32. Qu'il descende de dedans, c'est le maximum, autre chose serait différente, mais là on revient indirectement au fait que les roues de 32 se concluencent. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais qu'on arrive à la conclusion que l'axe Superboost et le standard Superboost sont les plus adaptés. Au final, le Superboost, si je ne me trompe pas, gagne 9 mm sur la roue large, et sur ces 9 mm, une partie peut servir à faire le parapluie des rayons, plus large pour la rigidité. De même, d'autres millimètres sont laissés pour mettre un noyau de cassette plus large qui peut accueillir 13 vitesses. Et oui, 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 ce sont beaucoup de suppositions, mais bon, là, il pourrait y avoir un petit changement, mais dans tous les cas, ce serait un changement dérivé de la recherche de rigidité dans les roues. C'est un problème bien plus important. Si quelque chose m'est transmis en ce moment par les ingénieurs qui travaillent dans les marques de vélos pour développer le concept de 32 pouces, ils font face à deux handicaps indépendants d'eux, entièrement liés aux marques de composants. D'une part, il est très difficile de trouver aujourd'hui des composants qui soient développés spécifiquement pour 32 pouces et d'autre part, les rares qui existent. On parle surtout de fourches, de roues, de pneus. Ils n'arrivent pas à passer avec succès les tests sur le terrain en ce qui concerne la rigidité structurelle et la capacité à résister à la fatigue. Des ingénieurs avec qui j'ai été en contact tout au long de ce processus que mènent les marques. S'il y a bien une chose qu'ils m'ont clairement fait comprendre, c'est que dans cette phase de prototypage, ils rencontrent beaucoup de difficultés. En ce qui concerne la rigidité structurelle, surtout des éléments qui composent la roue. Beaucoup de rayons se cassent lors des tests, ils rencontrent beaucoup de problèmes avec les moyeux. Il est difficile de maintenir les pneus lorsque le pilote a une certaine habileté, qu'il fait aller le vélo à bonne vitesse, qu'il prend les virages bien inclinés, etc. Il semble que les pneus ne tiennent pas. Ils déjantent ou même se fissurent. Mais pas à cause d'une pierre, mais à cause de la structure, de la capacité du flanc du pneu à se maintenir.
Alors, à quel point tout cela sera-t-il crucial dans l'évolution des 32? Bien sûr, ça peut arriver, par exemple, si tu prends le même design d'une roue de 29 et que tu l'adaptes à une 32 sans rien changer, tu obtiens ce genre de choses. Et ça, par exemple, cet exemple est fantastique, tu me dis. Quand nous demandons aux marques d'être responsables, de ne pas se limiter, à cause de pression commerciale, à faire une simple adaptation de ce qui se faisait avec les roues de 29 et les roues de 32. Avant, nous l'avons vu avec l'exemple du tube de direction. Nous avons besoin de tubes de direction plus petits pour maîtriser le stack. Nous avons besoin d'une rigidité de roue adaptée à la même taille. Et il ne suffit pas de faire un copier-coller avec des adaptations de ce qui se faisait jusqu'à présent. Les roues de 32 auront, dans certaines parties du vélo, leur propre idiosyncrasie et leurs propres particularités. Cela veut dire des solutions sur mesure pour les exigences des roues de 32 pas, des adaptations qui remplissent déjà les cases, simplement parce que le vélo pédale, qu'il roule. Ce que tu demandes, en gros, si on se souvient, c'est de sauter toute cette phase qui a eu lieu quand on est passé de 26 à 28, les 27 et demi par là, en embêtant un peu. Là où en effet les roues bulletants plus grandes de 29 pouces qui sont apparues, mais en réalité la géométrie était encore celle des roues de 26. Quelques années plus tard, il y a eu une évolution et un changement. Ensuite, il s'est avéré que les axes de 26 ne convenaient bandacle pas aux roues de 29. Pour tout ce dont nous parlons, c'est pourquoi on est passé au boost. Et il y a eu quelques années où on avait l'impression que les marques avaient lancé un projet, un produit qui n'était pas tout à fait abouti. Et ensuite, c'était le client qui devait assumer les frais, c'est-à-dire acheter un modèle après l'autre, parce qu'il y avait toujours des mises à chaboror. Alors maintenant que nous avons plus de technologie, est-ce que les usines sont aussi capables d'évoluer beaucoup plus rapidement? Peut-être que la chose intelligente ou la plus sensée serait que les marques sortent déjà un produit 100% abouti, 100% mature. Il y a toujours quelque chose à améliorer, avec le temps, les évolutions des années et l'apprentissage d'avoir lancé un produit sur le marché. Mais est-ce que ça vaut la peine d'attendre un peu plus et de ne pas se précipiter, comme le dit Anton, pour que le consommateur n'ait pas à payer les pots cassés à chaque évolution? Et être à la pointe en vendant un vélo pour en racheter un autre? Totalement, totalement. Par exemple, au niveau du développement, entre guillemets, il est relativement facile de faire un vélo avec des roues de 32 pouces parce que tu prends ce que tu as déjà sur les 29 pouces et tu l'adaptes. Par exemple, souviens-toi du prototype EMC, on le voit sur la fourche. Ils prennent une fourche de 29 pouces et ils fabriquent des rallonges complètement prototypes sur la fourche. Ils adaptent. Il s'agit d'adapter ce qu'ils ont à la nouveauté, ce qui est la partie facile et nécessaire. Tu adaptes, testes, observes l'évolution. Mais il faut ensuite continuer d'avancer. Et ensuite voir quels sont les domaines du vélo qui nécessitent des solutions spécifiques pour les roues de 32 pouces. Dans cette conversation, et il n'est pas nécessaire d'être un génie, nous en avons trouvé deux, les jeux de direction et le diamètre de la roue arrière. Il y en aura sûrement d'autres, et ensuite dans cette question que je me pose à moi-même, il y en aura sûrement d'autres. Aussi où il s'agit un peu de se mettre du côté des marques, parce que par exemple, et là je vais sûrement recevoir beaucoup de critiques, mais bon, je veux apporter ce point de vue. Toi, en tant que marque, quand valides-tu un vélo par exemple? Quand il roule, c'est-à-dire qu'il roule et ne se désintègre pas au bout de 10 mètres. Non, un peu plus. Mais par exemple, tu as ce prototype, il fonctionne, et il y a une série de choses où je veux en venir. Qu'il y a toute une série de problèmes que tu ne peux pas anticiper en tant que marque et que tu ne vois qu'après coup. Malheureusement, quand par exemple tu vois qu'une certaine pièce a 50% de retour sous garantie, là tu as un problème. C'est peut-être un problème que tu n'as pas été capable, malgré toutes les précautions, de prévoir ou de détecter. Donc c'est un équilibre. Je suis le premier à ne pas vouloir que le consommateur fasse les frais du développement, mais parfois il n'y a tout simplement pas d'autre solution. Alors je vais recevoir beaucoup de haine pour ce que je vais dire, mais bon, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Je pense, Anton, que comme nous pouvons dire une chose, nous pouvons en dire une autre, et essayer de défendre. Comme on dit pour le consommateur, il faut aussi se mettre à la place des marques. Et même en pensant de façon machiavélique, imagine avec la question des axes qui existent. Une marque qui, en ce moment, dit
J'ai déjà fait tout le développement de la 32 et je sais parfaitement que les nouvelles 32 avec un super boost, avec un axe super boost, iraient mais mieux qu'avec un boost. Mais écoute, je vais la sortir avec le boost, parce que comme ça, dans 2 ans, je sors le super boost. Et j'oblige tout le monde à devoir encore changer de vélo. Mais que se passe-t-il si 10 autres marques sont au même point et disent non, non? Nous, on va sortir le super boost. Qu'est-ce qui arriverait à celles qui, de façon machiavélique, voulaient sortir le boost pour ensuite, dans 2 ans, blablabla, bla, 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 tout le stock et c'est parti, car les gens achètent celle avec le super boost. Je veux dire, très souvent, le consommateur a l'impression que l'industrie ne fait qu'un et que toutes les marques vont main dans la main. Et elles s'appellent entre elles et disent « continuons tous avec le boost et dans 2 ans, on sort le super boost ». Mais non, ce n'est pas un monde de requins. Si quelqu'un voit une opportunité et qu'il va mieux réussir commercialement en adoptant une technologie avant que les autres soient prêts ou aient réussi à le faire, il le fera. Si cela réduit les ventes d'une marque concurrente, tant mieux. Je veux dire que les marques prennent aussi beaucoup de risques. Dans ce sens, il y a un sujet qui est le grand éléphant dans la pièce, c'est l'augmentation du poids. Je ne parle plus seulement du poids total du vélo, mais de l'augmentation du poids sur la partie extérieure de la roue. C'est quelque chose que nous, les bikers, voulons toujours éviter. Parce que plus il y a de poids sur la partie extérieure de la roue, plus la masse rotationnelle de celle-ci va augmenter. Comme je vous l'ai dit, c'est totalement négatif. Voyons, le poids global va très probablement augmenter, mais la question est de savoir où exactement. Si l'on regarde uniquement le cadre, il n'y a aucune raison pour qu'un cadre pour roue de 32 soit plus lourd, ni plus léger non plus. Je veux dire que dans certaines zones, il devient plus lourd, mais ailleurs, ça compense. C'est à voir, mais rien ne laisse présager que le cadre doive être ni plus lourd, ni plus léger. Maintenant, poids total, pourquoi dit-on que oui? Ça va augmenter un peu à cause des roues, et comme tu disais, les roues seront forcément plus lourdes, les pneus seront forcément plus lourds. C'est-à-dire que la roue complète va augmenter en poids. Dans la zone qu'on dit habituellement être la pire, c'est-à-dire à l'extérieur, pourquoi dit-on que c'est pire? L'inertie va augmenter. Et qu'est-ce que l'inertie? L'inertie, c'est essentiellement la capacité d'un objet à changer son état, c'est-à-dire à accélérer ou à freiner. Autrement dit, si une roue a plus d'inertie, il faut plus d'énergie pour accélérer et il faut aussi plus d'énergie pour freiner en termes d'accélération. À qui cela va-t-il importer? Aux professionnels ou au grand public? Qu'il soit très fort, parce qu'il a déjà assez de force pour accélérer le vélo comme il veut, et il l'aura aussi avec les 32. Et au niveau du freinage, bon, c'est vrai aussi que les freins actuels sont potentiellement puissants, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais pour résumer, au niveau du poids, on entrevoit qu'il soit un peu plus élevé. Où cela? L'augmentation du poids des roues va modifier la dynamique du vélo à cause de l'inertie accrue. Et je t'ajoute une petite chose concernant les modèles haut de gamme, parce que quand on pense à une augmentation de poids, on pense toujours au haut de gamme. J'ai parlé avec certains ingénieurs qui m'ont dit non. Il se peut que l'augmentation de poids ne soit que de 500 à 800 grammes, mais sur un modèle haut de gamme, bien sûr, c'est 500. Je pense que c'est vraiment 500 grammes ou 800 grammes, c'est très bien de parler très positivement de cette augmentation, qui peut-être se traduit par quelque chose de plus. Mais si on descend en gamme, il y a actuellement des vélos de 29 pouces avec des systèmes monopivots, sans rien de complexe, ni double biellette, ni rien de ce genre. En aluminium qui pèsant littéralement 14,5 kg. Si on passe à 32 pouces, on parle de vélos qui très probablement pèsent 16 kg. Parce que la gamme des roues est inférieure, les pneus de la gamme sont inférieurs, le cadre a dû être renforcé quelque part. Quoi qu'il en soit, si on continue à monter sans vouloir atteindre l'aluminium, on poursuit la montée. On passe à une gamme de 5 000 € où tu peux très bien avoir en ce moment un vélo de 12 kg, mais il se peut parfaitement que tu en aies un de 13,5 kg. Sur un corps, poussé par un corps qui n'est pas aussi en forme. Supposément, qui n'a pas autant de capacité physique, qui n'a pas autant d'habileté technique pour ne pas freiner autant que les professionnels. Donc là, je vois vraiment une augmentation de poids qui va vraiment à l'encontre de l'utilisateur de ce type de vélo. Ce que tu dis, je suis totalement d'accord, mais revenons à ce que nous disions avant.
Le contexte de l'introduction des vélos de 32 n'est pas défini. Et peut-être que ce que tu dis est l'argument qui fait que les roues de 32 restent dans une niche. Et quel sera ce créneau? Les vélos de compétition de cross-country très haut de gamme qui seront en vente, oui, mais peut-être seulement avec le modèle le plus haut de gamme. Et un seul, parce qu'il doit être en vente. Le vélo avec lequel un coureur participe aux Jeux Olympiques doit être en vente, ils sortent ce modèle haut de gamme, un seul, une configuration, et il reste dans une niche. Ça, c'est dans la haute compétition. Précisément parce qu'on en arrive à la conclusion que fabriquer des vélos d'entrée de gamme pour un large éventail de cyclistes avec des roues de 32 enlève plus que ça n'apporte. J'espère qu'avec tout ça, vous avez pu emporter une bonne dose d'arguments techniques pour contrer ces pseudo-experts qui traînent au comptoir du bar, ceux qui balancent des trucs sans vraiment savoir de quoi ils parlent. Avant de conclure, je vous propose cette réflexion promise en début en me plaçant parmi les utilisateurs, les bikers consommateurs finaux. Parce que je considère que je suis vraiment l'un d'entre vous, parce que je comprends que beaucoup d'entre vous aient trop le sentiment que les marques de vélos, à un certain moment, elles se sont toutes réunies dans un endroit clandestin, dans une grotte sombre, pour convenir d'un plan machiavélique afin que les roues passent à 32 pouces et ainsi nous obliger tous à changer de vélo. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais je comprends que certaines personnes puissent le ressentir ainsi. Et je veux vraiment revendiquer la position réelle et le véritable pouvoir que nous avons, nous les utilisateurs finaux, face à des innovations ou des évolutions de ce type. Et en réalité, même si les marques veulent faire leurs propositions et qu'elles vont faire leurs propositions. En 32 pouces, la validation finale, c'est nous qui l'aurons. Et parfois, en lisant les commentaires que vous laissez sur les vidéos que je publie en parlant des 32 pouces, j'ai l'impression que tout est déjà fait et qu'on ne peut plus rien changer. Et est-ce que vraiment le jour J, quand les magasins lèveront leurs rideaux remplis de vélos de 32 pouces, si nous, les utilisateurs finaux, y allons en masse et les achetons, nous validerons le concept, même si ce n'est pas bon pour tout le monde. De la même manière, si le jour J, ces magasins ouvrent avec des vélos de 32 pouces, on y va, on les regarde, mais on ne les achète pas. Même si le concept est des meilleurs pour la majorité, il n'ira pas de l'avant, car commercialement, il n'aura pas eu de succès. Même si les ingénieurs adorent l'idée de passer au 32, même si les marques aiment l'idée de dynamiser les ventes, etc., etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pendant ce laps de temps qu'il va y avoir avant que ces vélos soient commercialisés, est-ce que vous l'utiliseriez vraiment pour vous former à avoir une base critique fondée sur l'argumentation technique ? D'accord, parce qu'en réalité, avoir une connaissance technique plus large du monde du VTT, c'est là-dessus que ça repose. Il faut se méfier des deux extrêmes du beauf, celui qui déteste tout ce qui est nouveau, simplement parce que c'est nouveau et que c'est un changement. Et en même temps, ça va vous sauver du message marketing des marques quand ces nouveaux modèles sortiront en vous disant que c'est le meilleur vélo que vous puissiez acheter. Le seul vaccin contre ces deux questions, c'est que vous ayez vraiment plus d'arguments techniques. Pourquoi ? Eh bien parce que, tel que je le vois maintenant, il y a beaucoup de haine, beaucoup d'incompréhension. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui, oui, sont vraiment informés et ont déjà une base technique solide derrière eux. Mais la grande majorité, je pense qu'en général, on peut beaucoup apprendre sur ce qu'est un VTT. Comment fonctionnent les actuelles 29 pouces? Qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment apporter ou non, en positif et en négatif? Les 32 pouces? Et si vous faites ce petit pas en arrière, allez-vous introduire des arguments techniques dans vos connaissances en son? Vous attendez que les marques fassent leurs propositions, vous les analysez avec discernement et surtout, vous essayez le vélo. Je pense qu'au moment de prendre une décision pour savoir si les 32 pouces sont vraiment faits pour vous ou non, ce sera une décision beaucoup plus solide. Et je ne sais pas. Je vous invite à passer par ce petit processus de formation. Je ne vous demande pas de devenir ingénieur. Simplement à être plus attentif à du contenu plus élaboré, plus technique, et à ne pas se contenter de 4 gros titres et de 4 pièges à clic. Ainsi, le moment venu, vous aurez une argumentation technique solide, et pourrez débattre aussi bien avec le beau-frère qu'avec les équipes marketing. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'Anton et moi, en publiant ce genre de contenu, au fur et à mesure que des informations sortiront, au fur et à mesure que nous aurons des nouvelles de l'intérieur de l'industrie qui ne sont pas toujours publiques dans d'autres médias, etc. Nous allons les partager ici. Et surtout quand j'aurai l'occasion d'essayer des vélos de série de 32 pouces, eh bien, comme toujours, comme je le fais avec n'importe quel autre modèle,
Être le plus critique possible et essayer de vous transmettre l'information d'un biker normal à un autre biker normal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un gros like et laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des 32 pouces aujourd'hui? Et on se retrouve très bientôt. Soyez heureux, partagez la vidéo avec vos amis bikers. Ciao ciao.